Bon, alors nous allons compenser le manque de nombre par la qualité. Nous sommes. Et donc, je vais être très bref dans mon introduction, parce que nous sommes entre convaincus, j'allais dire. Donc, c'est peut-être pas la peine que j'essaie de vous convaincre. En tout cas, moi, ce que je voudrais quand même souligner, parce que je suis ravie de vous recevoir ici, Monsieur le Président, même si le nombre n'y est pas, la chaleur de l'accueil y est, en ce sens que pour nous, le Conseil de la PCE, c'est un an après votre élection, un petit peu plus d'un an après votre élection, un grand moment. On pensait pouvoir faire un premier bilan extrêmement intéressant, parce que quand même, depuis 1989, vous êtes le premier président français de la PCE. Et ça nous paraissait, on citait en aparté Catherine Lalumière, le travail qu'elle avait fait en son temps, qui était secrétaire générale. C'est quand même un deuxième grand moment, et même encore plus grand moment, marquant pour cette APCE. Alors, d'autant que notre commission essaie de travailler beaucoup à l'articulation entre les missions de l'Union européenne et celles du Conseil de l'Europe. Et donc, de ce point de vue-là, nous parler régulièrement, c'est quand même, et travailler régulièrement ensemble, c'est quand même quelque chose qui permet aux uns et aux autres d'avancer. D'autant que, et c'est dommage que les collègues ne soient pas là pour l'entendre, mais ils l'auront dans le compte-rendu, le Conseil de l'Europe, c'est une organisation européenne plus ancienne, et c'est 47 États membres. Donc c'est aussi l'intérêt de ce qui est une très grande Europe, en quelque sorte, qui peut être ainsi référencée. Donc, et en plus, nous avons des sujets d'intérêt commun, en particulier, parmi les nombreux sujets, les droits fondamentaux, dont on parlait aussi en aparté à l'instant, la coopération politique en Europe et la gestion des conflits, la plénière qui nous souffle le travail, si je puis dire, on est en plein avec le Mali dans la question des conflits, et l'élargissement politique de voisinage, ce qui aujourd'hui a d'autant plus de sens que nous venons d'accueillir la Croatie officiellement au sein de l'Union européenne comme 28e État, et que dans très peu de temps maintenant, puisque c'est au mois d'avril, avec nos collègues du Bundestag, nous allons rencontrer ensemble la Serbie. Nous allons à Belgrade pour rappeler à la Serbie les conditions de ce qui pourrait être une bienveillance de la part de la France et de l'Allemagne, à condition qu'elle reconnaisse le Kosovo si je vais vite. Donc il y a tout un travail qui, là, est un travail d'intérêt commun que vous faites, vous, avec une grande régularité à travers toute l'Europe et qui, me semble-t-il, a d'autant plus de sens que nous échangeons régulièrement sur l'entièreté des sujets. Donc le traité de Lisbonne, en plus, a quand même des choses tout à fait importantes à nous permettre de travailler, en particulier donc la Convention européenne des droits de l'homme et la valeur juridique de la Charte des droits fondamentaux. Ce sont des moments quand même où ces sujets sont d'intérêt commun et je pense qu'il faut montrer l'imbrication très forte qu'il y a. Donc, dans le même état d'esprit, je sais que vous, comme nous, vous êtes attachés à l'approfondissement des relations de coopération. Et donc, peut-être vous pourrez nous dire des choses un petit peu sur ces sujets-là. Et enfin, surtout, et j'espère que nous trouverons un moment plus favorable, mais il serait bien, si vous en étiez d'accord, que nous ayons des rencontres régulières, au moins une fois par an en tout cas, entre vous et notre commission, pour que justement cette articulation soit bien entendue et comprise par nos collègues. Donc, vous savez aussi la question que nous nous posons entre le renforcement du travail que nous pourrions avoir entre Parlements nationaux et Parlement européen. Alors, à la veille ou presque de 2014, le sujet reprend du sens. Je pense qu'il sera sans doute mieux entendu après 2014 avec un nouveau Parlement européen qui se sentira sans doute plus sécurisé. En tout cas, je l'espère. Et de ce point de vue-là, nous avons quelques éléments de bilan sur le travail que nous avons commencé à faire autour justement de l'article 13 du TSCG. Donc voilà les quelques mots que je voulais vous dire en introduction, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est ce que vous allez nous dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais vous saluer celles et ceux qui ont fait le choix de venir ici en commission, malgré tout l'intérêt du débat qui a lieu aujourd'hui dans l'Assemblée sur le Mali, qui est un sujet que nous avons traité aussi lors de la dernière session de l'Assemblée parlementaire, puisque nous avons eu un débat d'actualité à ce sujet. Et je dois dire que
ma grande satisfaction en tant que parlementaire français, parce que je n'oublie pas que je suis français et que si je me dois à un devoir de réserve, et au moins si je m'oblige à un devoir de réserve, il est bien évident que je suis très près de ce qui se passe au niveau de la politique étrangère française. C'est à la quasi-unanimité des 47 États membres du Conseil de l'Europe que nous avons obtenu un soutien par rapport à cette initiative française d'intervenir au Mali dans les conditions qui sont très difficiles. Alors moi, je voudrais vous remercier de vous donner l'occasion de me donner la parole en tant que président de l'Assemblée parlementaire. Merci d'avoir rappelé que je ne suis finalement que le 5e président de cette Assemblée parlementaire. La dernière française qui a joué un rôle, c'était 5e ou 6e, je me souviens plus, 6e je crois. Et la dernier Français qui avait joué un rôle important, c'était Catherine Lalumière. Catherine Lalumière, qui a été une très grande secrétaire générale et qui a été secrétaire générale à une époque qui était capitale pour l'Europe, pour le Conseil de l'Europe, pour la paix, pour les missions qui sont les nôtres, puisque ça correspond aussi avec tous les bouleversements que l'on a connus dans l'Europe centrale, dans l'Europe orientale, avec l'arrivée ensuite de tous ces pays-là. Alors, je me suis permis de vous faire un petit rapport que vous avez dans vos dossiers et qui est très complet et qui relate les principales actions qui ont été les miennes pendant cette première année de présidence. J'avais, lorsque j'étais élu, précisé que j'avais quelques priorités. Je peux les rappeler rapidement. La première des priorités, c'est d'avoir de vraies relations avec l'Union européenne et son Parlement européen. Nous avons souffert, et ô combien souffert, et beaucoup trop longtemps, de ce manque de relations, de cette espèce de concurrence complètement stérile qui ne débouchait sur rien du tout, voire ce mépris, voire cette ignorance des uns et des autres par rapport à ce que nous faisions. C'est aussi quelque chose qui est mené, c'est une action qui est menée ici même à l'Assemblée nationale, puisque les parlementaires européens sont invités régulièrement à venir assister aux réunions dès que la Commission des affaires européennes. C'est bien lorsqu'ils viennent, ils devraient venir plus souvent, mais ils ont besoin donc d'être connectés par rapport à un certain nombre de réalités et de problèmes auxquels nous sommes confrontés. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, c'est l'émanation de 47 parlements nationaux. Ce sont des représentations nationales qui vont représenter leur pays au sein de cette Assemblée qui, au départ, n'est qu'une Assemblée constitutive, pas constitutive, consultative. Maintenant, nous sommes une Assemblée parlementaire, le nom a été changé, et nous avons donc besoin, nous aussi, de travailler avec les parlements nationaux et avec le Parlement européen. J'ai eu la chance d'être élu quasiment en même temps que Martin Schulz, président du Parlement européen. Nous avons pris l'initiative de nous rencontrer. Nous sommes déjà vus 2 fois, plus un certain nombre de rendez-vous téléphoniques, et nous sommes conscients tous les deux qu'il faut vraiment qu'on coordonne nos actions, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse aussi se compléter. Il y a des choses que l'Union européenne et son Parlement peuvent faire, que nous ne pouvons pas faire, nous, en tant que Conseil de l'Europe, mais il y a beaucoup de choses que le Conseil de l'Europe sait faire, et ça depuis 1949. Vous avez parlé des droits fondamentaux, les droits de l'homme, c'est notre raison d'être. C'est pour cela que nous avons été créés en 1949. Donc essayons d'éviter les doublons entre l'Union européenne, entre le Conseil de l'Europe, complétons-nous. J'ai aussi eu le bonheur de pouvoir rencontrer et parfaitement m'entendre avec Stefan Füle, qui est le commissaire européen qui est chargé de la politique du voisinage. Le contact passe très bien avec lui, comme avec Martin Schulz, et nous avons convenu, Stefan Füle et moi-même, de nous rencontrer tous les 2 mois, soit à Bruxelles, soit à Strasbourg, si plus s'il le faut, pour justement coordonner nos actions sur un certain nombre de sujets que je traiterai rapidement après. Stefan Füle est venu s'exprimer à mon invitation devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il a pu répondre avec beaucoup de compétences à toutes les questions qui lui étaient posées. Martin Schulz viendra très prochainement également. Et je pense pouvoir dire aujourd'hui que véritablement, les relations entre Union européenne et Conseil de l'Europe sont redevenues ce qu'elles n'auraient toujours dû être, à savoir ce que je viens de dire. Ça permet maintenant d'aborder la deuxième priorité qui est la mienne, qui est toujours la mienne, parce que malheureusement, je crains qu'elle reste encore longtemps une priorité pour le Conseil de l'Europe, c'est la contribution que nous pouvons apporter au règlement des conflits gelés. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de conflits gelés aujourd'hui,
aujourd'hui, qui sont tout à fait inacceptables. J'ai beaucoup travaillé en ce qui me concerne sur la Moldavie, sur la région séparatiste de Transnistrie. Je me suis rendu 2 fois à Chisinau, 2 fois à Tiraspol. J'ai pu rencontrer, bien sûr, toutes les autorités qu'il faut rencontrer. Je suis très heureux qu'en Moldavie, on ait enfin un président de la République qui est un homme sage, qui est quelqu'un de très bien, quelqu'un qui peut amener quelque chose au débat et qui peut aussi apaiser la situation dans ce pays. Je m'entends très bien avec le président Lupu qui préside le Parlement moldave. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de m'exprimer devant le Parlement moldave et bien sûr de souhaiter des questions. J'ai eu droit à des questions auxquelles j'ai répondu avec beaucoup de plaisir. Je suis allé 2 fois à Tiraspol où j'ai été reçu donc par le président et le bureau du Soviet suprême transnistrien. Et j'ai pu aussi être reçu 1 fois par M. Shevchuk, qui est le nouveau président de cette région séparatiste. Et je pense que les propositions que j'ai faites au titre de l'Assemblée parlementaire peuvent avancer les choses, à savoir une rencontre prochaine à Strasbourg d'une délégation du Parlement moldave et d'une délégation du Soviet suprême transnistrien. Ça aura lieu certainement à Strasbourg. J'attends la réponse de M. Shevchuk afin de pouvoir le rencontrer sur terrain neutre, soit à Paris, à Nucléaire, en nos bureaux, ou à Strasbourg, de manière à ce qu'on puisse discuter avec lui-même. Pour régler le problème transnistrien, il faut qu'on puisse s'appuyer sur ce qu'on appelle le groupe 5+2. Le groupe 5+2, le Conseil de l'Europe n'en fait pas partie, et le voisin direct de la Moldavie, la Roumanie, n'en fait pas partie. La Moldavie s'est prononcée très clairement sur ses intentions par rapport à la Moldavie. Elle n'a aucune prétention demain d'absorber la Moldavie. D'abord, nous ne l'accepterions pas, bien sûr, l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Donc les Roumains aujourd'hui, et j'étais à Bucarest lundi, mardi, et je suis, enfin peu importe, et je suis rentré cette nuit, et j'ai eu l'occasion de m'exprimer devant le Parlement roumain, donc Sénat et Assemblée nationale, et j'ai été très clair, et les réponses que j'ai eues sont aussi très claires. L'autre partie importante du groupe 5+2, c'est bien sûr l'OSCE et l'Ukraine. Il se trouve que le hasard du calendrier fait que l'Ukraine vient de prendre la présidence de l'OSCE. Donc l'OSCE compte pour 2 actuellement au sein du groupe 5+2. Et l'Ukraine peut jouer un rôle déterminant pour nous aider à régler ce conflit. J'irai à Kiev dans quelques jours. Je serai reçu par le nouveau ministre des Affaires étrangères pour voir comment, et j'ai le sentiment, c'est pour ça qu'il faut aussi faire très attention à ce qu'on fait par rapport à l'Ukraine, qui est un pays excessivement sensible, avec des sujets sur lesquels nous avons déjà beaucoup communiqué, je pense à Yulia Tymoshenko, mais je crois qu'il faut faire très attention à notre façon d'agir vis-à-vis de l'Ukraine. Les Ukrainiens aujourd'hui, je crois, ont vraiment envie de nous faire avancer par rapport à ce problème transnistrien. L'autre grand pays qui joue un rôle capital, et c'est lui qui a la clé, tout le monde sait que c'est lui qui a la clé, c'est la Russie. La Russie, si M. Rogozin, qui a été nommé comme conseiller spécial de Poutine sur les problèmes transnistriens, ne veut pas faire un geste, c'est même pas la peine d'insister, on ne réglera pas le problème transnistrien. Notre chance, c'est que la Transnistrie n'a pas été reconnue par la Russie, contrairement à l'Abkhazie, à l'Ossétie du Sud, en Géorgie. Là, on a vraiment des chances d'aboutir sur la Transnistrie. Donc moi, je vais continuer à beaucoup œuvrer. Le fait nouveau, et il n'est pas positif, c'est la crise ouverte qui existe aujourd'hui au sein de la coalition gouvernementale en Moldavie, ce différend qui existe entre le président du Parlement, M. Lupu, et le Premier ministre, M. Filat, qui est un type très bien, mais il y a un problème. Donc on est en train d'essayer de voir, et nos amis roumains, et notamment le ministre des Affaires étrangères roumaine, va voir comment il peut nous aider pour tenter de régler ce problème. L'autre conflit sur lequel je me suis beaucoup investi, je continuerai à beaucoup m'investir, c'est bien sûr celui qui concerne le Haut-Karabakh, le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui est un conflit qui dure depuis beaucoup trop d'années. Et il se trouve que cette année, les Arméniens et les Azéris ont une chance. Nous avons, nous aussi, une chance. C'est que le hasard fait qu'en cette année 2013, l'Arménie, dans 3 mois et demi, va présider le comité des ministres du Conseil de l'Europe, puisque c'est une présidence qui se fait par ordre alphabétique. Nous en sommes aujourd'hui à l'Andorre, et tout de suite après l'Andorre, c'est l'Arménie. Qu'après l'Arménie, pour 6 mois, ce sera l'Autriche, et tout de suite après, c'est l'Azerbaïdjan.
Donc 2013 est une année qui peut aussi faire en sorte que ces deux États membres du Conseil de l'Europe consacrent leurs priorités présidentielles, je parle du président du comité des ministres, à la contribution du règlement du Haut-Karabakh. Les interventions que je fais se font bien évidemment en marge de ce qui se fait par le groupe de Minsk. Pour moi, il n'est pas question d'interférer dans les démarches du groupe de Minsk. J'ai reçu tout à l'heure l'ambassadeur Faure qui représente la France au sein du groupe de Minsk et qui m'a relaté l'état d'avancement des travaux du dit groupe de Minsk, les difficultés auxquelles il est confronté et ce sont automatiquement les mêmes que les miennes. Alors moi j'ai pris la décision de réunir à Strasbourg, d'abord de ne pas reconduire la commission ad hoc qui avait été mise en place par mon prédécesseur, commission ad hoc de l'Assemblée parlementaire qui était chargée de trouver une solution au problème du Haut-Karabakh, et commission ad hoc qui, bien sûr, venait interférer et gêner les travaux du groupe de Minsk. Donc je pense que ce n'était pas une bonne solution. Donc je n'ai pas reconduit cette commission ad hoc. Par contre, j'ai convoqué dans mon bureau, je dis bien convoqué parce que ça commençait à devenir absolument insupportable, ces batailles rangées dans l'hémicycle entre Arméniens et Azérites. Donc j'ai convoqué les deux présidents de délégation nationale et nous avons pris l'habitude de nous voir régulièrement à 3, président de l'Assemblée parlementaire avec les 2 présidents de délégation. Les négociations avancent bien, le climat est bon. Et je les mets face à leurs responsabilités en disant que c'est à eux maintenant, parlementaires, d'agir, d'influencer leurs gouvernements respectifs pour essayer de faire avancer les choses. Bon. La question qui se pose, Madame la Présidente, chers collègues, c'est de savoir si aujourd'hui une organisation comme le Conseil de l'Europe, qui a été créée en 1949 et qui réunit en son sein aujourd'hui 47 États, elle a été créée pour que les droits de l'homme soient respectés, pour que l'État de droit soit respecté et surtout pour faire en sorte que la paix soit quelque chose de réel sur le continent européen. Est-ce que le Conseil de l'Europe aujourd'hui peut accepter que 2 États qui sont ouvertement en guerre l'un contre l'autre, avec des dégâts qui sont beaucoup plus importants qu'on peut l'imaginer, puissent présider cette organisation qui a été créée pour la paix? C'est une question qui est posée. Je sais que le comité des ministres ne la tranchera pas, mais que nous, parlementaires, on peut quand même faire pression pour avoir des exigences. Parce que lorsqu'ils ont souhaité librement intégrer le Conseil de l'Europe, ils ont pris des engagements. Ces engagements, il faut qu'ils les respectent aujourd'hui. Et il y va de notre crédit. Que pensera le reste du monde si demain ces 2 pays président le comité des ministres de cette organisation en continuant de se faire la guerre, en continuant de favoriser toutes les tragédies que l'on connaît et qui concernent ces personnes qui sont obligées de se déplacer, qui sont obligées de fuir. On sait pertinemment qu'il y a les tirs de snipers au quotidien. Il y a eu hier un événement important, je crois, m'a-t-on répété, dans l'enceinte de l'hémicycle, avec des jeunes azéris et arméniens. Oui, à côté. Bon. Et c'est incroyable. Ces 2 pays vont présider les destinées de l'organisation qui a été créée pour la paix. Donc, est-ce que oui ou non, nous avons le courage, nous, autres pays du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, mais là c'est le Conseil de l'Europe qui est directement concerné, de taper du poing sur la table en disant écoutez, c'est la condition, vous présidez le comité des ministres, mais nous, c'est pas la peine de nous enfumer avec des projets, avec des priorités, puisque la coutume fait que chaque pays qui préside le comité des ministres annonce clairement 3 priorités. Il n'y a qu'une seule priorité, c'est le règlement du conflit du Haut-Karabakh. Alors, j'ai obtenu aussi le fait de faire un voyage officiel d'abord en Arménie, donc j'irai prochainement en Arménie, accompagné du président de la délégation d'Azerbaïdjan, et ce que je souhaite, c'est aller tout de suite après, parce que pour aller là-bas, c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas de vol direct. Il y a une tentative aujourd'hui d'avoir une ligne qui puisse permettre alors les problèmes de survol aérien, etc. et tout, mais j'irai donc tout de suite après Erevan, j'irai immédiatement à Kaboul, en passant par Tbilissi, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc le premier voyage, ce que je souhaite, c'est être accompagné par le président de la délégation d'Azerbaïdjan, et le second voyage accompagné par le président de la délégation arménienne. Bon, j'ai demandé au président du comité des ministres actuel, qui est un type très bien, qui est un ami, en plus de ça, c'est Gilbert Soboya, qui est le ministre des Affaires étrangères d'Andorre, s'il acceptait sur le principe de m'accompagner. Il n'y est pas opposé, je le vois le dimanche prochain, le 3, pour discuter de ce sujet-là. C'est évident que si
l'organisation Conseil de l'Europe se déplace avec les trois têtes, c'est-à-dire le secrétaire général, le président de l'Assemblée parlementaire et le président du comité des ministres, automatiquement, ça prend tout de suite une dimension qui est beaucoup plus importante. Si nous ne saisissons pas cette occasion, je pense qu'on risque de se déconsidérer et on risque d'être discrédité, et c'est plus la peine de parler de droits de l'homme et de respect de l'état de droit si nous ne sommes pas capables de faire ça. Je dirais aussi que c'est une chance pour eux, parce que 2013, et vous le savez, puisque vous avez parlé tout à l'heure des relations que vous avez avec vos homologues allemands, je peux que m'en féliciter. J'ai fait un voyage en Allemagne, à Berlin, qui a été parfaitement réussi, je pense, et les contacts que j'ai pu avoir, très intéressants. C'est le 50e anniversaire du traité de l'Élysée, qui scelle la réconciliation de deux nations, l'Allemagne et la France, qui se sont combattues, comme vous le savez. Ils ont là une opportunité aussi de donner un signal au monde sur leur volonté de régler le problème. Alors voilà en ce qui concerne le Haut-Karabakh. Les autres sujets sensibles, c'est bien sûr la Géorgie et la Russie. Bon, là, c'est sans espoir. Je ne vais pas ici porter d'appréciation sur les responsabilités, me semble-t-il, qu'a eu Saakashvili lorsqu'il a fait ce que vous savez, mais ça me semble quand même être un peu léger. J'ai invité à venir s'exprimer devant l'Assemblée parlementaire. Il a eu l'intelligence d'accepter la cohabitation tout de suite après la proclamation des dernières élections législatives. Et j'ai invité le Premier ministre géorgien à venir lui aussi s'exprimer. J'attends sa réponse, mais là c'est sans espoir. Sur l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, on sait pertinemment que les Russes ne lâcheront rien. Bon. Donc nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de traiter en priorité la situation de ces femmes, de ces hommes, de ces familles qui sont transportés, qui sont pas déportés, mais déplacés, et par milliers. Les camps de personnes déplacées, aujourd'hui, ça se chiffre par milliers. Donc ça, c'est une action qu'on peut avoir. Sur Chypre, on attendait le résultat des élections présidentielles, on les connaît maintenant. Et j'avais proposé aux autorités chypriotes, dans le courant du mois de février plutôt, de faire mon premier déplacement, février 2012, de faire mon premier déplacement à Chypre avant que Chypre préside l'Union européenne. Le ministre britannique Lidington, qui présidait le comité des ministres, était d'accord sur le principe. Ce sont les autorités chypriotes qui n'ont pas souhaité que nous fassions ce déplacement dans l'immédiat, ne voulant pas mélanger présidence de l'Union européenne avec ce que nous voulons. Moi, ça me choque en tant que Français cette fois-ci de voir un pays de l'Union européenne qui est encore occupé par des forces armées d'un autre pays et d'avoir une ville comme la Nicosie qui est coupée en deux avec un mur, exactement comme l'était la ville de Berlin. Bon. Et ça se situe dans le périmètre de l'Union européenne. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Bon. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp de nos amis chypriotes grecs, et j'ai parlé, puisque j'ai fait un voyage officiel à Athènes il y a très peu de temps, avec les Grecs pour qu'ils acceptent au moins qu'on prenne une initiative et qu'on se rende à Chypre. J'irai à Ankara, puisque je suis invité à Ankara également, et je discuterai avec les Turcs de la situation de Chypre. C'est pas facile, mais c'est mon rôle, et c'est le rôle de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de le faire. Les autres sujets qui sont excessivement difficiles pour nous à traiter, il y a bien sûr tout ce qui touche aux Balkans. Bon, les Balkans, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés. Nous avons eu l'intelligence, me semble-t-il, de voter à la quasi-unanimité lors de la précédente session un rapport sur la situation au Kosovo. Le rapporteur, M. Björn von Sydow, qui est un Suédois, a fait un rapport excellent et qui a été voté à la quasi-unanimité et qui donne la possibilité au bureau de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de définir dans quelles conditions maintenant nous allons pouvoir, bien sûr, sans toucher au statut actuel, nous allons pouvoir avancer. Il y a un certain nombre de pays de l'Union européenne qui ont reconnu le Kosovo, dans la France. Il y a un certain nombre de pays, donc, du Conseil de l'Europe qui ont reconnu le Kosovo. C'est le message que j'ai fait passer aux Grecs. C'est le message que je ferai passer dans quelques jours en Serbie, puisque je suis invité officiellement à Belgrade. Et il faut que les Serbes se rendent bien compte, comme vous l'avez dit, et vous irez avec les Allemands à Belgrade discuter d'un certain nombre de sujets, dont celui-ci, que s'ils veulent que leur candidature au sein de l'Union européenne avance, il
faut aussi qu'il fasse preuve d'un peu de souplesse sur ce domaine. Donc l'autre pays qui nous crée souci et qui risque de nous créer beaucoup plus de soucis qu'on peut l'imaginer si on n'est pas capable d'intervenir, c'est bien sûr la Bosnie-Herzégovine, puisque rien n'est réglé. Rien n'est réglé. Bon. On n'est pas capable. On a cru à un moment donné qu'il y avait un gouvernement. Le gouvernement qu'on nous a présenté, je crois qu'il a disparu aussi vite qu'il a existé, ou s'il existe encore, on n'entend pas beaucoup parler. Mais enfin, on ne sait pas comment réellement traiter le problème de la Bosnie-Herzégovine. Toujours dans les Balkans. Moi, je crois aussi qu'il faudra un jour qu'on arrive à se mettre d'accord pour qu'on arrive définitivement à trouver un nom à l'ancienne République de Yougoslavie, enfin Yougoslave de Macédoine. Bon, ça ne va pas durer éternellement. On ne peut pas continuer éternellement à l'appeler, je ne sais plus comment on dit, l'ancienne République. C'est plus possible. Donc il va falloir en 2013 qu'on trouve une solution pour régler ce problème. On a aussi, au cours de cette année 2012, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la situation au Proche-Orient. Je me suis rendu en Tunisie. Je ne suis pas surpris de ce qui se passe en Tunisie. J'étais de ceux qui, dès le départ, et j'en ai parlé l'autre jour avec Claude Bartolone, je me suis rendu compte que nous étions sur la même ligne par rapport à la Tunisie, était très prudent lorsque le printemps arabe est intervenu. Et j'ai été reçu en Tunisie par notamment M. Moustapha Benjafa, que j'avais reçu plusieurs fois à Strasbourg. Il est même venu s'exprimer devant l'Assemblée parlementaire lorsque nous avons organisé la conférence des présidents de Parlement. Bon, la Constitution qui est en cours d'élaboration ne fera pas l'unanimité. Ils ne peuvent pas faire l'unanimité. Et j'ai été reçu par une femme exceptionnelle qui est une avocate et qui s'occupe d'une ONG à Tunis et qui a tout résumé en me disant « Mais je pense que vous n'avez pas bien compris les choses, vous, de l'autre côté de la Méditerranée, à savoir que nous, ce qu'on souhaitait, c'était changer de président de la République, Ben Ali, mais on ne souhaitait pas changer de constitution. La constitution de Bourguiba, faut-il encore la nettoyer un peu, la moderniser, mais pour nous, femmes, et pour les jeunes de ce pays, c'était aussi une garantie dans bien des domaines. Bon, et c'était quand même une chose d'important. Le Maroc, je m'y suis rendu, ils ont le statut de partenaire pour la démocratie, au même titre que le Conseil de national de la Palestine. J'avoue avoir été impressionné parce que j'ai vu et entendu au Maroc cette volonté des deux présidents de chambre qui m'ont reçu. L'un était plus en pointe que l'autre au départ, et le second a été totalement convaincu de l'importance de ce statut qui a été octroyé au Maroc, à tel point qu'il a fait le déplacement quelques jours plus tard à Turin afin d'assister à la commission des questions politiques, au cours de laquelle nous avons évoqué le rapport de la commission du suivi sur le Maroc, qui a été adopté à l'unanimité. Et j'ai pu parler avec les autorités marocaines de la situation au Sahara occidental, qui est un sujet, j'allais dire brûlant, oui, il l'est. Je crois qu'il y a là une véritable opportunité. Il y a une sous-commission de l'Assemblée parlementaire qui s'occupe de cela. Nous avons une collègue française d'ailleurs qui est très impliquée, c'est Josette Durieux, sur le Sahara occidental. Les Algériens m'ont invité, j'irai donc en Algérie. Je reverrai Claude Bartolone qui vient, je crois, d'effectuer un déplacement il y a quelques jours où il va le faire en Algérie, de manière à ce que nous puissions nous coordonner. Encore une fois, mon souci, vous l'avez compris, c'est d'être dans l'axe de la politique étrangère française et qu'on ne puisse pas nous reprocher d'avoir quelques malentendus sur le sujet. Donc je me rendrai à Alger à une date qui n'a pas encore été fixée. Sur les autres sujets, bien sûr, nous avons, nous aussi, beaucoup discuté de la Syrie, mais nos moyens sont plus que limités, si ce n'est parler du problème des réfugiés. C'est pour cela que je me suis rendu, entre autres, à Athènes, de manière à visiter les camps qui accueillent des migrants en situation irrégulière. Ce que j'ai vu est épouvantable. Ce sont des choses que je n'oublierai jamais. Les conditions dans lesquelles sont aujourd'hui incarcérés, parce qu'ils sont incarcérés, des femmes, des mineurs, bon, qui sont privés de liberté, qui sont privés des conditions les plus élémentaires d'hygiène, ce qui pose vraiment des problèmes. Je ne jette pas la pierre aux Grecs, ni aux Bulgares, ni aux Italiens, ni aux Maltais qui sont confrontés à ce type de situation, ni aux Turcs qui font des efforts importants. J'ai souhaité accompagner et retrouver sur place ma commission des migrations. Je les ai retrouvés sur place, donc j'ai fait une partie de ce déplacement avec cette sous-commission qui était à Athènes, en même temps que moi. Et nous avons donc souhaité qu'il y ait un débat d'urgence
sur ce sujet, avec résolution et recommandation. Recommandation parce que le gros intérêt de la recommandation, c'est qu'elle est transmise ensuite au comité des ministres du Conseil de l'Europe, de manière à ce que véritablement les ambassadeurs et les gouvernements des 47 prennent conscience de cette catastrophe humanitaire qui est en train de se dérouler sous nos yeux, sans que, bien sûr, les médias la relatent comme elle devrait être relatée pour réveiller les bonnes consciences européennes sur cette affaire. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas ne pas bouger. C'est pas possible. Il faut qu'on trouve une solution pour régler ce problème. Et les Grecs ont eu beau aménager 12 kilomètres de clôture qui sont infranchissables, la clôture est infranchissable, pour les séparer de la frontière turque, ça ne règle pas le problème. On ne va pas entourer toutes les îles grecques, c'est pas possible. J'irai à Malte prochainement de manière à discuter aussi avec l'autorité maltaise de ce sujet, bien que c'est un sujet qu'ils ne souhaitent pas forcément qu'on aborde, mais pour nous c'est un vrai sujet. Donc moi je crois aussi qu'il y va de l'honneur de la France et de son Parlement d'être conscient aujourd'hui qu'il y a une tragédie humanitaire qui est en train de se dérouler, avec des familles qui sont séparées, avec des mineurs qui ne savent plus aujourd'hui où se trouvent leurs parents. On a eu beau mettre des cabines téléphoniques à leur disposition, avec quoi voulez-vous qu'ils téléphonent? Ils n'ont pas le moindre sou pour téléphoner. Et qui appeler? Puisque de toute façon, ces familles aujourd'hui sont complètement cassées. Donc je crois que là, il faut qu'on soit, nous, particulièrement vigilants et particulièrement actifs là-dessus. J'ai eu des contacts dans un autre domaine qui me semble être très intéressant avec l'ambassadeur de Chine à Paris. J'avais fait un rapport en 2008 à la veille des Jeux Olympiques à Pékin dans lequel je préconisais qu'on prenne langue, qu'on prenne l'attache de la Chine de manière à ce qu'on puisse envisager à long terme, donc d'interpréter pas mal mes propos, que la Chine, au même titre que d'autres pays, ont obtenu le statut d'observateur, qu'on puisse donc avoir un vrai dialogue avec la Chine. L'entretien s'est non seulement bien passé, puisqu'il m'a reçu à sa résidence à Neuilly, mais 15 jours après, il m'a envoyé à Strasbourg son prédécesseur qui est en poste avant lui, donc à Paris, pour continuer le dialogue. J'ai aussi des contacts, bien sûr, très intéressants avec l'ensemble des pays observateurs. J'ai l'intention, le 7 mars prochain, puisque nous allons réunir le bureau et la commission permanente ici même à Strasbourg, salle Lamartine. D'ailleurs, j'apprécie énormément que le président de l'Assemblée nationale nous reçoive à l'issue de la commission permanente le 8 à l'hôtel de la CES, qui est important de montrer que la France est intéressée. Et je vais essayer d'obtenir l'autorisation du bureau, l'autorisation de discuter, de dialoguer, de prendre contact avec les autorités biélorusses, puisque c'est aujourd'hui le seul pays avec lequel nous n'avons aucun contact. Alors, ce qui est quand même un peu surprenant pour une organisation comme le Conseil de l'Europe qui prône le dialogue. Pour dialoguer, il faut au moins deux. Si on ne veut pas discuter avec le Biélorusse, j'aimerais qu'on m'explique comment on va faire pour régler le problème. Donc je rencontrerai à titre privé prochainement le nouvel ambassadeur du Biélorusse qui s'est manifesté, afin de voir concrètement avec lui comment on peut faire avancer les choses. Sur tous les autres sujets un peu sensibles, sur le cas de Timoshenko, etc., j'irai en Ukraine prochainement. Je n'ai pas l'intention de faire de grandes déclarations ou d'aborder ce sujet d'une manière publique. Je le dis ici, je l'aborderai, mais en tête-à-tête avec qui de droit à Kiev, car je pense que si on veut vraiment régler ce problème, il faut le faire d'une autre façon que celle qui a été la nôtre jusqu'à présent. Plus on en rajoute et plus on enfonce Timoshenko dans sa prison. Donc on va essayer de voir un petit peu comment on peut agir. Voilà, Madame la Présidente, un petit peu longuement, je vous prie de m'en excuser, mais vous avez tout le détail de ce que j'ai fait, et je suis bien évidemment autant. Si, il y a autre chose que j'ai oublié d'évoquer. Dernière question, mais qui est peut-être aussi l'une des plus importantes, c'est le contact que j'ai eu à Luxembourg, prenant l'initiative, pour la première fois, m'a-t-on dit, de rencontrer le président de la Cour de justice de l'Union européenne. Et j'ai pu me rendre compte à quel point les négociations relatives à l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme est un sujet compliqué, excessivement compliqué, et contrairement à ce que je pensais qu'on allait réussir à tenir le cap des prochaines élections européennes. Je ne veux pas être pessimiste, je ne voudrais pas qu'on interprète mes propos, mais je pense que malheureusement, nous n'y arriverons pas, parce que, et ce n'est pas de la faute uniquement des Anglais, je crois qu'il y a vraiment un certain nombre de problèmes qu'on n'a pas réglés lorsqu'on a négocié le traité de Lisbonne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord parce qu'effectivement, comme vous avez beaucoup de sujets à traiter et que les droits de l'homme, malheureusement,
il y a plein d'endroits où ça se pose. Forcément, vous avez beaucoup de choses à nous dire et il faut bien prendre un peu le temps. Pour le moment, j'ai Marietta Caramanli qui est inscrite. Oui, merci Madame la Présidente. Tout d'abord, ravie de revoir le Président ici présent et nous partager un petit peu à la fois toutes ces missions qui ont été conduites depuis l'année dernière et qui se poursuivent. Deux petites choses. D'abord, je reviens sur un point effectivement que je partage aussi et qui me préoccupe. Nous faisons un rapport, nous préparons un rapport aujourd'hui avec Charles de la Villépierrière qui porte sur l'asile et l'immigration et donc toute la question que vous avez évoquée sur les mineurs isolés et les situations finalement grecques. Je pense qu'il faut vraiment qu'on conjugue nos efforts et nos actions, que ce soit le Conseil de l'Europe, que ce soit les États membres, dont l'État français et le Parlement vers l'Union européenne parce que il y a vraiment un problème de déclinaison à un moment donné des directives, des objectifs qui sont fixés, mais qui les moyens ne sont pas en tout cas ni donnés ni moyens, je dirais pas forcément financiers ou humains, mais en tout cas se doter des moyens pour faire en sorte que les objectifs fixés par les directives puissent être mis en place. Donc là-dessus, on s'appuiera aussi sur les travaux comme on le fait régulièrement, sur les travaux du Conseil de l'Europe pour avancer. Je me permets seulement de la présence ici, de votre présence ici, pour revenir un peu sur la PCE. Et peut-être profiter pour vous poser deux questions. Une qui porte un peu sur la réforme de la PCE, avec le regard du président cette fois-ci. Je l'ai connu comme parlementaire œuvrant sur cette réforme et puis voir un petit peu où ça naît. S'il y a un suivi aussi précis de l'ensemble des modifications adoptées au titre de la résolution qui a été adoptée en juin 2011 portant justement sur le fonctionnement, s'il existe ce suivi des modifications sous forme de tableau, on pourrait être intéressé justement parce qu'on a régulièrement en commission des affaires européennes ou dans nos relations aussi avec l'Union européenne à suivre ces sujets. Et puis j'aurais aimé connaître un petit peu quelles sont un peu les évolutions dans les relations entre la PCE et la CEDH, la CEDH et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ont, on l'a déjà rappelé plusieurs fois, des budgets qui sont inversement proportionnels, je dirais, à la visibilité et à la notoriété comparée entre Conseil de l'Europe et à la CEDH. Oui, voilà. Et je voulais aussi, parallèlement à cela, voir quelles sont, si vous pouvez nous éclairer aussi, sur les relations qui existent entre la PCE et l'Assemblée parlementaire Euronest, qui a été créée en 2011 et qui, par le Parlement européen, avec une mission, une vocation plutôt à accompagner des transitions démocratiques, donc je pense que cette mission aurait pu être accordée à la PCE. Voilà, donc à la fois la réforme et puis les relations entre la CEDH et l'agence et puis Euronest. Merci. Moi, j'ai deux petites questions aussi complémentaires à vous soumettre et puis après, vous pourrez nous répondre globalement. La première, c'est par rapport, enfin, question complémentaire ou remarque. Par rapport à la Biélorussie, puisque moi je suis par ailleurs toujours élue d'une ville qui s'appelle Clermont-Ferrand et qui est jumelée avec une ville biélorusse qui s'appelle Gomel. C'est pas facile de discuter avec eux effectivement. Il n'empêche on voit bien que le travail qui est fait patient, qui est fait, permet malgré tout, en particulier, de donner un petit peu d'air, si je puis dire, aux Biélorusses, alors de la région de Gomel. Et donc, votre initiative disant, pas laisser la Biélorussie, on sait bien que c'est une redoutable dictature, mais trouver les moyens pour dialoguer, parce que ça donnera à la population
un tout petit peu d'air, ça me semble effectivement quelque chose de fondamental. Donc si vous avez des initiatives un petit peu précises là-dessus, moi je peux bien essayer de donner les éléments qui sont les éléments pratiques d'une ville qui depuis maintenant 25 ans est jumelée avec une ville biélorusse. Et puis la deuxième chose, toujours par rapport à je vais dire, des zones de cette zone-là, c'est que par rapport à l'Ukraine, je vais dire, on focalise beaucoup, et c'est normal parce qu'elle a été première ministre, sur une femme. Je crois que la situation générale des gens emprisonnés en Ukraine mériterait peut-être aussi qu'on s'y pense davantage dans cette logique des droits que vous avez effectivement nommé tout à l'heure. Si elle nous sert, j'allais dire, de référence, et peut-être à ce moment-là, si elle sert de référence pour les autres prisonniers, y a-t-il d'autres moyens de traiter ce sujet-là, peut-être en agaçant moins d'ailleurs les autorités ukrainiennes, mais en étant plus sur le fond en quelque sorte. Voilà, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Et puis s'il n'y a pas d'autres questions, Jérôme a une question complémentaire et Madame Gérard et Annick, donc vous répondrez comme ça à l'entièreté de l'équipe. Donc Jérôme puis Annick, c'est dans cet ordre-là que je vous ai vu. C'est pas une question à proprement parler, mais puisqu'il vient d'être de nouveau mis l'accent sur la situation au Bélarus, j'ai présidé le groupe d'amitié avec le Bélarus pendant 5 ans dans la précédente législature et j'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises au Bélarus, à Minsk. C'est vrai que je rejoins les propos qui ont été tenus par les uns et les autres. C'est un régime très particulier, mais j'ai toujours considéré qu'il était nécessaire, au vu des difficultés qui se posent là-bas, en particulier qui se posent à ses opposants, il était vraiment nécessaire de se rendre en Bélarus et de rencontrer les uns les autres. Moi, je manquais jamais, quand j'allais là-bas, de demander, et ça m'était accordé sans aucune difficulté, je dois le dire, à rencontrer l'ensemble des personnes que je souhaitais voir. D'ailleurs, je ne leur demandais pas leur avis. J'en disais simplement que j'avais besoin de temps libre. Et puis, dans le temps libre, je rencontrais qui je voulais. Faut dire, on est dans une réunion, mais je peux le dire quand même, que parmi les opposants, il y avait de tout. Il y avait des gens avec lesquels on pouvait facilement dialoguer. Il y avait d'autres gens que je me disais qu'à la place des dirigeants du Bélarus, ça ne serait pas terrible. Voilà. Mais cela dit, c'est un pays qui est coincé, qui va devoir se sortir de là un jour ou l'autre. Le plus tôt sera le mieux, et vaut mieux qu'il sorte par le haut quand même. J'ai pas l'impression que les dirigeants, même autour de Loukachenko, sont des idiots. Ce sont des hommes autoritaires qui exercent un pouvoir fort et au-delà de ce qui est admissible dans nos critères. Mais je pense qu'il faut accompagner ce pays, y compris par un dialogue, je dirais, sincère et ferme avec eux, bien entendu. Mais il ne faut pas rompre le dialogue. Merci, Annick Girardin. Oui, merci. Moi, effectivement, j'ai fait partie de la PCE un certain nombre d'années. D'ailleurs, je vais le dire ici, je regrette que tous les groupes politiques de cette Assemblée ne soient pas membres de cette délégation française à l'Assemblée parlementaire. Voilà. J'aimerais bien que ce soit quand même largement dit. Pas obligatoirement pour moi. Moi, j'y ai siégé avec grand plaisir, mais d'autres auraient pu effectivement découvrir cette institution, parce que là, moi, je rejoins effectivement le président, c'est le peu de relations qu'on avait ou qu'on a, ou le peu de reconnaissance qu'on peut avoir sur les différents travaux qui sont menés par la délégation française et au-delà par tout le Conseil de l'Europe, et combien il y a peu de liens avec le Parlement français, et combien surtout ne sont pas pris en compte l'ensemble de nos travaux. Et moi, je crois vraiment que que la contribution de la PCE à la résolution des conflits gelés, c'est vraiment là qu'il faut mettre l'accent. Et comment, et ce serait la question, comment on peut mieux aider la PCE, nous parlementaires, à faire entendre peut-être que ce rôle, qui est quand même largement rempli par le président et par les délégations qui vous accompagnent sur toutes vos missions, comment on peut
davantage le mettre en avant, comment on peut davantage suivre effectivement un certain nombre de recommandations qui sont faites, qui certes arrivent aux différents gouvernements, mais sont peut-être pas assez débattues au Parlement, repris par les parlementaires que nous sommes. Voilà, c'était un petit peu le sens de la question. Et puis mieux faire connaître aussi la PCE, est-ce qu'il y a des propositions, mieux faire connaître au-delà de la classe politique aux Français. Qu'est-ce que la PCE? Moi, je suis persuadée que si on fait un minimum de questionnaires ou qu'on interroge les Français, ils savent pas, parce qu'on n'en parle jamais nous-mêmes. Et je crois que là, c'est important aussi. Et au-delà de ça, comment les travaux de la PCE sont reconnus aussi ici à l'Assemblée nationale, y compris dans notre présence à un moment donné à la PCE, parce qu'on parle tous de la présence des députés, de leur implication dans leur mandat, dans le rôle qui nous est effectivement confié, et comment ici on peut travailler, mais le parlementaire ou les parlementaires qui sont membres de cette délégation n'ont jamais la reconnaissance du travail qu'ils font au sein de la délégation française à la PCE. Et moi, je le regrette, et c'est peut-être des choses qu'il faut absolument que l'on propose davantage, parce que c'est aussi une reconnaissance du travail des parlementaires que nous sommes et de ceux qui nous représentent au Conseil de l'Europe. Merci. Ben voilà, Monsieur le Président, vous avez un certain nombre de questions et de remarques. Merci de nous répondre. Je vais commencer par vous, Madame la Présidente, sur la Biélorussie, puisque la question m'a été posée plusieurs fois. Moi, je suis intimement convaincu que nous avons commis une erreur de stratégie lorsque nous avons retiré l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe son statut d'invité spécial à la Biélorussie. Je pense que c'était un aveu d'échec, un constat d'échec en ce qui nous concerne, et que c'était pas vraiment le signal qu'il fallait donner à ce pays. Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est grand temps. Je suis pas sûr de gagner, parce que le bureau est assez partagé, me semble-t-il. Donc, je vais devoir faire preuve de beaucoup de persuasion pour essayer d'obtenir l'autorisation. Bon. Ceci dit, sur ce point au moins, je suis complètement en accord, en total accord avec le secrétaire général actuel du Conseil de l'Europe. Donc je pense que l'autre jour, le dégagement qu'on a fait l'un et l'autre, sans s'être concerté préalablement lors de la dernière réunion du bureau qui a eu lieu à Strasbourg, est plutôt positif. Donc moi je vais le faire, je vais vraiment le faire. Je dis qu'en plus de ça, c'est vrai qu'il y a des villes françaises comme Clermont-Ferrand qui ont des contacts avec la Biélorussie, et vous savez qu'on a des centres européens de la jeunesse. On en a un à Budapest, on a celui de Strasbourg qui marche bien, et on reçoit régulièrement des jeunes Biélorusses. Bon, lorsque j'ai organisé la première et la deuxième assemblée des jeunes du Conseil de l'Europe, la deuxième a eu lieu, c'est en 2012, il y avait bien évidemment, parmi la délégation de la CEI, des jeunes Biélorusses. Je les ai reçus dans mon bureau avec tous les jeunes. Je n'allais quand même pas faire un tri à l'entrée de mon bureau en disant toi tu as le droit de rentrer, toi tu n'as pas le droit de rentrer parce que tu es biélorusse. Donc on n'a pas le droit, et ça rejoint ce que j'avais dit, de pénaliser la population biélorusse aujourd'hui. Il y a un problème au niveau des gouvernements, au niveau des forces politiques. À nous d'être suffisamment attractifs pour faire en sorte que les valeurs que nous défendons puissent être prises en considération par la population biélorusse et que ça puisse contribuer aussi à un changement démocratique à terme. Je pense qu'il n'y a rien d'irréversible. J'étais il y a quelques heures encore à Bucarest. Qui ne se souvient pas de cette fin d'année 1989 ? Donc, je crois que tout ça est important. Sur l'Ukraine, Madame la Présidente, vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, l'erreur qu'on a commise, moi aussi, c'est de polariser sur une seule personne, qui est une personne emblématique. On ne sait pas tout sur cette personne. Je serais tenté de dire qu'il faut maintenant qu'on avance sur ce sujet. Mais je crois que le fait que nous ayons eu une discussion au Conseil de l'Europe, au sein de son assemblée parlementaire, c'était au mois d'octobre dernier, sur ce qu'on appelle la définition du prisonnier politique, est un document maintenant qui peut nous permettre donc d'aller plus avant. Mais je crois qu'il faut qu'on traite de l'ensemble des prisonniers politiques, quel que soit le pays d'ailleurs, et non pas d'un prisonnier politique en particulier. Et je dis bien de l'ensemble des pays, car nous avons commis l'erreur au mois de janvier dernier d'avoir un débat joint sur le rapport du monitoring de l'Azerbaïdjan, et ce débat a eu en même temps, donc c'était un débat joint avec la situation des prisonniers politiques en Azerbaïdjan, ce qui est une erreur. C'était stupide. Il aurait vraiment fallu qu'on ait un débat beaucoup plus général, et on aurait pu aussi, dans le cadre de cette discussion, aborder la question que vous venez de poser. Sur la situation des migrants, Marietta,
moi, je suis complètement convaincu aujourd'hui qu'il faut qu'on bouge. Il n'y a pas uniquement sur ceux dont j'ai parlé, mais les Roms. Les Roms, il faut qu'on soit beaucoup plus performants. Bon, là. Il y a 2 rapports. Voilà. Les Roms, l'initiative que nous avons souhaité que le secrétaire général puisse prendre aujourd'hui montre ses limites. Je crois qu'il faut qu'on passe des paroles aux actes. Hein. Donc c'est un sujet que j'ai évoqué aussi à Bucarest il y a quelques jours, enfin quelques heures. Et il faut qu'on ait le courage aujourd'hui de regarder d'une manière objective ce que l'on puisse faire et puis arrêter de jeter l'opprobre sur toute une population qui existe, cette population qui a le droit, comme tout le monde, de vivre dans des conditions décentes. Hein. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on relance le sujet et en tant que Français, je crois qu'il est de mon devoir aussi de prendre les responsabilités et de ne pas escamoter ce débat parce que c'est un véritable débat. Sur la réforme de l'Assemblée parlementaire et de son suivi, on est en train de faire des rapports d'étape. Le fait nouveau, si tu veux, c'est que depuis maintenant 1 an, j'ai créé la conférence des présidents de commission que je réunis en même temps que ce qu'ils appelaient, eux, le comité présidentiel, qui est un titre bien pompeux, et qui regroupait les seuls présidents des groupes politiques, le président de l'Assemblée parlementaire et le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire. Moi, j'avais l'habitude d'appeler ça le politburo. Bon. Donc, j'ai élargi la dite structure aux présidents des commissions, ce qui est très important, parce qu'ils sont directement associés et qu'on a un retour direct de ce qui se passe en commission. Peut-être pu le constater qu'autant que faire se peut, j'essaye d'aller moi-même en réunion de commission et que ma présence physique en commission est aussi le signal que je m'intéresse à ce qui se fait en commission. Et puis, il y a aussi la conférence des présidents de délégations nationales que je réunis à chaque partie de session, ce qui me permet de les motiver, ce qui me permet de les faire participer davantage. Alors, on a pu se rendre compte au cours de cette première année de mise en application de la réforme qu'il y a encore des choses qui ne vont pas comme on souhaiterait que ça aille. Par exemple, le débat libre que j'ai souhaité, que j'ai créé, il existe. Mais c'est un débat, c'est pas vraiment un débat puisqu'il n'y a pas de réponse aux questions, aux interventions qui sont posées. Donc on est en train d'essayer de voir si on ne pourrait pas essayer de trouver une formule pour que soit le secrétaire général, soit le président de l'Assemblée parlementaire, soit d'autres personnalités puissent être présents. Enfin, moi j'y suis puisque je préside, mais qu'on puisse au moins répondre. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant pour un parlementaire de poser une question et de ne pas avoir de réponse. Et les questions, les réponses écrites qui sont envoyées ou qui devraient être envoyées aux parlementaires, moi, ne me conviennent pas. Je crois qu'il faut qu'il y ait un débat qui soit un débat constructif. Et l'intérêt de notre Assemblée, c'est que les joutes oratoires entre les groupes politiques n'ont pas lieu, n'existent pas. Donc on peut avoir un vrai débat sur des questions telles que celle-ci. L'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme ne parlent pas de la même chose. Le budget de la seule Cour de justice de l'Union européenne est plus important que le seul budget du Conseil de l'Europe. Global. Hein, le budget de la Cour de justice de l'Union européenne est supérieur au budget global du Conseil de l'Europe. Ce qui est, voilà, bon, ça veut dire, et le budget de la Cour européenne des droits de l'homme est pris sur le budget global du Conseil de l'Europe. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est confronté à des difficultés majeures. Et si je lis bien un courrier qui a été envoyé l'autre jour par quelques ambassadeurs au secrétaire général, ces ambassadeurs, au nom de leur pays, demandent à ce qu'on réduise encore le budget du Conseil de l'Europe. Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment on peut continuer à faire tourner une organisation telle que le Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes 47. Et on tourne avec un budget qui est en croissance zéro depuis des années, donc qui est en diminution, et qui correspond à peu près au budget qu'on avait à l'époque où on était 10 ou 12 de moins. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas. Bon. Et aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme ne peut plus fonctionner normalement. On ne peut plus fonctionner normalement. Il y a des milliers d'affaires qui sont en cours, qui sont dans l'attente d'être examinées pour voir si elles sont recevables ou pas. Et donc on assiste à un embouteillage. Il y a eu le fameux protocole 14 qui a été enfin ratifié par tout le monde, qui nous a permis de fluidifier un peu le fonctionnement de la Cour. Mais vous avez 11 États membres du Conseil de l'Europe qui, à eux tout seuls, représentent 80% des recours que la Cour doit examiner. 11 États, 80%.
La Russie, la Turquie, l'Italie aussi. Voilà. Donc nous, notre obligation que nous devons, qui doit être la nôtre, c'est de faire en sorte que chaque État membre respecte ses engagements et fasse en sorte que son système judiciaire soit adapté aux normes, aux valeurs qui sont les nôtres, de manière à ce qu'on ait d'abord moins de recours. Mais on n'aura pas tout réglé. Alors, est-ce que l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme, est-ce que un juge de l'Union européenne réglera le problème? Pour moi, la réponse est non. Bon. Mais par contre, on a un vrai problème, Madame la Présidente, et moi j'insiste bien là-dessus, à savoir sur aujourd'hui le choix des candidats juges qui nous sont proposés par les 47 États membres. Il faut qu'on soit excessivement vigilant. On ne peut pas aujourd'hui transiger là-dessus. Les États membres, lorsque leur juge arrive au terme de son mandat, il faut qu'on exige d'avoir des candidats de qualité et qui répondent vraiment aux critères qui ont été définis. Bon. L'autre problème, c'est que le panel qui a été mis en place et qui est chargé dans un premier temps de vérifier si ces critères sont respectés, les avis de ce panel ne sont pas toujours respectés par la sous-commission de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Et ça, c'est mon problème. C'est mon problème, donc il faut que je sois exigeant vis-à-vis de cette sous-commission. Les membres de cette sous-commission viennent siéger quand ils ont le temps de venir siéger et surtout quand ils sont directement concernés par l'élection d'un juge de tel ou tel pays. Ce qui veut dire qu'on se retrouve ensuite avec des juges qui n'ont pas les qualifications et qui sont des juges qui automatiquement sont amenés à se prononcer et puis on arrive à des jugements qui des fois et des arrêts et qui sont difficilement applicables. Alors que nous, notre souhait, notre volonté, notre obligation, c'est de veiller à ce que chaque arrêt aujourd'hui soit désigné. Alors on reparlera plus tard, puisqu'on est en train de parler également du mode d'élection des juges, puisque c'est la Cour, c'est l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui procède à l'élection des juges et qui siègent au sein de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qui est différent de la Cour de justice de l'Union européenne, puisqu'eux, ils sont nommés. Mais pour les nommer, ils ont mis aussi en place un comité qu'on appelle le comité 255 et qui est un comité qui fait un travail excellent et qui permet donc de proposer à l'Union européenne la désignation de juges de qualité. Donc je crois que nous, il faut, si la Cour européenne des droits de l'homme veut continuer à jouer le rôle qui est le sien, il faut qu'on soit très vigilant là-dessus et qu'on ne transige pas sur la qualité des juges. Voilà ce que je peux dire là-dessus. L'Ukraine, la Biélorussie, j'en ai parlé. Comment mieux aider l'Assemblée parlementaire Euronext. Euronext n'a pas beaucoup, pas de contact, mais c'est sûr que nous, on a été très surpris lorsque Euronext a été créé, au même titre d'ailleurs que l'Agence des droits fondamentaux, puisqu'en fait, l'Agence des droits fondamentaux fait ce que nous faisons depuis 1949 et que Euronext regroupe un certain nombre de pays, enfin du moins ils veulent pas traiter d'un certain nombre de pays qui sont membres du Conseil de l'Europe. Donc on ferait mieux d'abonder le budget du Conseil de l'Europe de manière à ce qu'on puisse nous, à travers le monitoring, faire notre boulot. Bon, ça c'est en tant que Français, en tant que contribuable français, j'ai de plus en plus de mal à accepter qu'on vienne créer en doublon ce qui existe et tout. Donc Euronext, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais je crois que ce qui serait intéressant, c'est que je puisse prendre contact avec eux pour voir comment on peut travailler intelligemment. Comment mieux aider l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe? Vaste sujet. C'est-à-dire que partout où je vais, et j'ai parcouru un grand nombre de pays membres du Conseil de l'Europe, partout où je vais, il y a beaucoup de monde. Je ne le dis pas pour ici. Mais je me suis exprimé devant le Parlement réuni, l'Assemblée, la Chambre des députés et le Sénat de Roumanie avant-hier. Il y avait plus de 500 parlementaires dans l'hémicycle. Bon, partout où je vais, on sent qu'il y a manifestement une attente et quelque chose. Alors, il faut communiquer. J'en ai parlé avec Claude Bartolone lorsqu'il m'a reçu la semaine dernière. Le site de l'Assemblée nationale, pour trouver ce que fait l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, il faut vraiment être curieux, il faut vraiment en avoir envie, et il faut savoir vraiment manier la souris pour aller sur le bon clic. Hein. On souffre d'un déficit de communication. L'initiative de votre présidente, et c'était aussi l'initiative de votre prédécesseur, la présidente, me semble-t-il, est importante, on puisse faire rapport. Les parlementaires
parlementaires qui siègent au sein de la délégation française souffrent également de ce déficit, de cette non-reconnaissance du travail qu'ils font. Nous sommes pénalisés par un certain nombre de médias et qui continuent à s'amuser à faire un classement sur les présences des parlementaires français en commission, etc., etc. Moi, je vais avoir un zéro pointé puisque je suis aujourd'hui dit, je ne peux pas présider l'Assemblée parlementaire puis être présent en commission des affaires étrangères. Donc ça veut dire que c'est un véritable problème. Alors comment valoriser? Je crois que c'est à nous, aux présidents de commission, aux présidents de l'Assemblée nationale, de prendre conscience que c'est pas rien et qu'on joue un rôle qui est excessivement important et qu'il faut le valoriser. D'ailleurs, j'ai l'impression que tous les sujets qu'on évoque depuis tout à l'heure sont des sujets importants. Hein. Bon. Donc maintenant, comment faire pour faire prendre conscience Alors les médias, j'ai moi bien sûr régulièrement la revue de presse, quotidienne, la revue de presse quotidienne sur ce qui se dit sur un point de vue international sur le Conseil de l'Europe. Bon, les seuls médias qui ne parlent pas de nous, c'est les Français. Hein. Bon. Les Français. Hein. J'ai été réélu le 21 janvier président de l'Assemblée parlementaire, à l'unanimité en plus. Pas une ligne. Pas une ligne dans un journal français. Bon. Moi, je m'en fous à titre personnel. Non, mais c'est dommage, quoi. C'est dommage, parce que c'est un peu désolant. C'est un peu désolant. Et je peux vous assurer que grâce à la délégation française, on a repris pied dans cette maison. On a repris pied. Et qu'aujourd'hui, on compte sur la France. Et on est attendu au tournant. Alors, il y a aussi autre chose que je signale dès les premières pages de mon rapport. C'est le problème de la situation de Strasbourg. Cette situation de l'aéroport de Strasbourg est insupportable. Bon. C'est insupportable aujourd'hui d'obliger et je le dis parce qu'il y a des parlementaires qui connaissent bien la région Alsace, mais de voir aujourd'hui cet aéroport, Air France, qui a supprimé ses lignes entre Strasbourg et Roissy-Charles de Gaulle. Bon, alors évidemment qu'il y a le TGV, mais quand on est français, il n'y a pas de problème. Moi, je vais à Strasbourg en TGV. Mais vous avez des parlementaires qui sont... C'est une véritable expédition pour certains. Alors ça, c'est dommage, et ça handicape terriblement donc la ville de Strasbourg et la région Alsace, le fait qu'on ne soit pas capable de répondre à tout cela. Et ce n'est pas de la faute des collectivités locales. Moi, je vois avec Roland Ries les contacts que je peux avoir avec lui. Il fait tout ce qu'il peut. Conseil général, conseil régional, tout le monde, la CUS fait tout ce qu'il peut. Et quand on pense qu'on affrète des taxis, qu'on paye des taxis pour aller chercher les parlementaires européens qui vont atterrir à Francfort, et il n'y a même pas de covoiturage. Ce sont les taxis qui sont payés par les collectivités territoriales. C'est quand même un problème. Voilà, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois qu'on aura, si vous en êtes d'accord, intérêt à échanger de nouveau dans quelques mois pour voir les... Si je peux me permettre aussi, s'il y a des sujets très délicats, permettrait peut-être de provoquer une réunion plutôt. Tout à fait, bien sûr. Celle sur l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Oui. Moi, j'aimerais bien avoir une lettre de cadrage, des lignes directrices. Quelle doit être ma position en tant que parlementaire français occupant la fonction que j'occupe? On pourrait peut-être consacrer un moment strictement à ça et voir comment on peut travailler ensemble. Si vous en êtes d'accord, on va essayer de réfléchir à ça en bureau pour vous faire une proposition. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et vous avez bien vu que ceux qui étaient là, à la fois connaissaient bien le sujet et on était fort passionnés. Merci encore à vous. Des discussions en cours et en préambule finalement du projet de loi qui ne tardera pas à arriver sur le bureau de l'Assemblée nationale et que l'on appelle décentralisation 3 ou acte 3 de la décentralisation. Donc ce qu'il faut indiquer, c'est que les discussions ont avancé, et je vous exposerai un petit peu là où on en est, mais de ce bras de fer, ça a généré des discussions et des arbitrages ont été rendus, notamment lundi matin, en réunion interministérielle. Bon, ce qu'il faut savoir, avant d'en arriver au détail sur les trois fonds que sont le FSE, Fonds social européen, le FEDER, Fonds européen de développement régional, et le FEADER, Fonds européen agricole pour le développement rural, c'est de vous indiquer que dans le projet de loi acte 3 de la décentralisation, il y aura un article 5 qui traitera de ce sujet, c'est-à-dire de la possibilité pour l'État de confier l'autorité de gestion soit aux régions ou aux départements, mais essentiellement aux régions. Et ce qu'il y a important de souligner, c'est que dans cet article 5, il y aura notamment
la possibilité de déléguer l'autorité de gestion, mais il y aura en retour, si j'ose dire, il appartiendra aux collectivités locales de porter les sanctions financières si tant est qu'à un moment donné, il y ait des sanctions financières qui apparaissent à la charge de la France suite à une décision soit de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne ou également de la Cour de justice de l'Union européenne. Et ces dépenses seront considérées pour les personnes qui manient régulièrement les budgets des collectivités locales. Ces dépenses seront des dépenses obligatoires inscrites au budget des collectivités concernées. Donc au regard de cet élément qui n'a pas toujours été indiqué dans les discussions en cours, mais qui est un élément important, il faut aussi le compléter en ce sens qu'un certain nombre de régions ne sont pas forcément toutes prêtes à l'identique pour assumer un certain nombre de compétences, notamment en termes d'emploi, pour avoir participé il y a une quinzaine de jours à une réunion de l'ARF. Selon l'importance des régions, et notamment l'importance démographique, tous les présidents de région n'ont pas la même volonté d'aller chercher l'ensemble des compétences que l'ARF, pour autant, indique et revendique dans sa plateforme. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Pour le Fonds social européen, aujourd'hui, il y a deux cas de figure. Donc, tout d'abord, la position du ministre qui paraît assez évidente est que la décentralisation des fonds doit suivre la décentralisation des compétences. Donc, les régions resteraient chefs de file de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, ce qu'elles ont aujourd'hui. L'État conservant l'autorité de gestion sur le volet emploi. Donc, la discussion se fait jour aujourd'hui sur le volet inclusion qui est de la compétence des départements avec deux options. Une première option qui viserait à ce que le FSE inclusion soit piloté par les régions, charge ensuite aux régions et aux départements de contractualiser. Ou une deuxième option qui nous a semblé être celle qui était privilégiée par le ministère de l'Emploi, c'est que le FSE inclusion reste piloté par l'État avec une contractualisation renforcée avec les départements. Le ministère estime en effet que l'emploi et l'inclusion sont liés. Son objectif est donc de renforcer les liens politiques entre l'emploi et l'insertion et de recentrer ce volet du FSE sur les points qu'il juge prioritaires. Et cette articulation avec un maintien du pilotage de l'État et une contractualisation renforcée avec les départements lui semble finalement les voies et moyens les plus efficaces pour arriver à son objectif. Cela étant, aujourd'hui, l'Assemblée des départements de France n'a pas pris de position officielle. Et c'est sans doute ce qui explique l'absence d'arbitrage sur ce sujet aujourd'hui. Concernant le FEDER, le FEDER n'est pas à proprement parler, tout au moins les politiques urbaines ne sont pas à proprement parler des compétences européennes. Elles sont traitées via le volet cohésion. Pour la première fois sur la période 2014-2020, 5% de l'enveloppe FEDER devra être fléchée sur des stratégies urbaines intégrées. La Commission européenne souhaite en effet avoir une approche transversale de l'urbain à croiser avec une approche transversale de la politique de la ville. Le ministère de la Ville, lui, souhaite fédérer les crédits à la fois FEDER et FSE sur les mêmes territoires, les harmoniser et les mobiliser de manière pluriannuelle dans le cadre des futurs contrats de ville et des contrats urbains de cohésion sociale. Donc la question restait de savoir comment on pouvait à la fois faire coexister cette volonté du ministère de la Ville avec la volonté des régions de pouvoir bénéficier de crédits décentralisés. Ça s'est matérialisé par un accord le 13 février dernier où l'ARF et le ministère de la Ville ont signé un accord cadre, notamment en ce qui concerne les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les régions se sont engagées à définir dans le cadre de leur programme plurifonds un volet politique de la ville qui sera fléché sur des programmes prioritaires. 10% de l'enveloppe FEDER FSE étant ainsi obligatoirement fléchée sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, tels qu'ils résulteront de la réforme à venir cette année sur la politique de la ville et des priorités thématiques du ministère que sont la santé, le lien social. Donc aujourd'hui, sur le sujet, il y a eu un arbitrage qui a été rendu le 25 février dernier, c'est-à-dire lundi matin, où il y aura le transfert aux régions de l'autorité de gestion avec 22 programmes régionaux
charge à la DATAR d'assurer la coordination de ce programme avec les régions, puisque le ministère souhaite rester vigilant et que l'enjeu en effet de la politique de la ville est un enjeu national, mais les régions n'ont pas forcément les mêmes priorités, donc il y a une volonté de la part du ministère que la DATAR puisse, par l'intermédiaire de la DATAR, tout au moins exercer un droit de regard. Concernant le FEADR, donc de la même façon, il y a eu un arbitrage qui a été rendu lundi matin. Le canevas qui est retenu, c'est 21 programmes régionaux avec la reconduite du schéma actuel pour la Corse. En ce qui concerne le ministère de l'Agriculture, il y avait la volonté de maintenir un cadre national et notamment la possibilité pour l'État de négocier avec la Commission européenne le montant des primes et laissant aux régions la possibilité de les adapter. Donc notamment les points importants pour le ministère sont les indemnités compensatoires de handicap naturel, les politiques pour certains types de bénéficiaires tels que l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs ou les mesures agro-environnementales. Donc ce qui a été retenu par ailleurs, c'est que les régions, bien que libres, auront quand même à suivre une contrainte qui consistera, dans le cadre du FEADR, à consacrer 5% des crédits sur l'axe du programme LEADER, qui promeut les stratégies locales de développement intégrées. Donc en conclusion, partielle, d'une part la matière n'est pas encore stabilisée à ce jour, il reste notamment des arbitrages à attendre sur la partie FSE. Quelle que soit la réalité de ces transferts, puisqu'on avait eu des débats aussi sur les possibilités dans l'hypothèse où il y aurait un transfert de compétences, de transfert des personnels de l'État en direction des régions. On avait à l'époque, je crois, en décembre, chiffré à peu près à 1000-1500 fonctionnaires d'État qui pourraient être concernés. Cela étant, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il conviendra, notamment pour les services de l'État, de suivre la fin de la programmation 2007-2013. Et que donc le fait que les régions deviendraient vraiment les leaders ou en premier plan sur ces politiques avec des possibilités de transfert de personnel de l'État vers les régions ne seront pas envisagées avant 2 ans, voire 3 ans. Et enfin, on peut s'interroger, puisque c'était quand même l'objectif de la demande. Alors, je ne sais pas si c'est l'objectif de la demande des régions, mais je pense que ça doit être un objectif pour l'État, c'est de faire en sorte que, quel que soit le mode de gestion des fonds structurels, l'objectif, c'est un objectif d'efficience et de meilleure efficacité. Et je pense qu'il serait pertinent qu'il puisse y avoir une étude d'impact de ces décisions sur l'efficacité attendue de ce transfert en direction des régions ou des départements, puisque aujourd'hui, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, on ne l'a pas inscrit dans ces quelques feuillets, je crois que dans tous les débats qu'on a, il y a à la fois une volonté, notamment des régions, d'aller chercher davantage de compétences. Je crois que ça doit être aussi contrebalancé par une nécessité de meilleure efficacité et que cette meilleure efficacité, pour l'instant, c'est une efficacité qui peut éventuellement apparaître sur le papier, mais il serait pertinent d'essayer en amont de l'acte 3 de la décentralisation de le mesurer. Et ça sera vraiment le mot de la fin. On a eu une communication d'une première mouture de l'article 5 du projet de loi. Aujourd'hui, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cet article 5 reste un article très généraliste où est évoquée la possibilité pour l'État de transférer aux régions un certain nombre de politiques qui sont listées. Restera au pouvoir réglementaire d'inscrire ou de matérialiser concrètement ce transfert d'autorité de gestion. Et donc, il nous appartiendra de continuer à suivre le sujet puisque, comme son nom l'indique, le pouvoir réglementaire ne passe pas par le filtre de l'Assemblée nationale. Merci de votre attention. Merci. Moi, j'ai 2 petites interrogations qui sont là-dessus. La première, c'est effectivement, puisque tout à l'heure, comme beaucoup d'autres, j'ai fait un tour au salon de l'agriculture où j'avais rendez-vous avec les jeunes agriculteurs. Ils sont extrêmement inquiets justement d'une certaine régionalisation du FEDER et du FEADR, ça c'est clair. Parce que pour eux, alors en particulier ceux qui sont plutôt comme moi de la montagne, ils disent oui, mais enfin les grandes régions vont avoir beaucoup de sous à distribuer, les petites régions ne vont pas avoir beaucoup de sous à distribuer. Et c'est pas
j'allais dire, ce qui est pour le moment sur la table n'est pas assez clair à leur regard. Alors, peut-être qu'effectivement, quand on aura un petit peu plus d'explications, il y aura de quoi sans doute les rassurer, mais tant qu'on n'est pas sur une logique de, comment dire, il me semble que par rapport à cette gestion des fonds européens par les régions, qui existent déjà en partie d'ailleurs, hein, il faut pas. Là aussi, il y a une espèce de légende qui voudrait que on va donner la gestion des fonds européens aux régions. Il y a un petit moment que c'est largement commencé. Et je pense que là-dessus, il faut s'appuyer fort. Alors peut-être pour voir comment améliorer, c'est ce que vous avez fait, ce que tu as fait dans ton rapport, et merci. Après, moi, ce qui me chiffonne, quand je vois que sur FEADER, par exemple, on dit 5 crédits pour l'axe leader. Enfin, l'axe leader, ça a plus de 30 ans d'existence. C'est pas du tout un truc nouveau. C'est un truc qui est resté pilote pendant 25 ans. Bon, donc le pilotage, il a marché depuis le temps qu'on le connaît. Et dire que, en définitive, présenter cela comme la chose qui démontre une logique de bottom-up, c'est quand même d'une faiblesse absolue, quoi. Donc moi, je suis un petit peu étonnée qu'il y ait des choses, j'allais dire, qui, tout compte fait, ne questionnent pas ce qui est fait dans le rapport. La vraie chose, pour moi, qui est, soit ce sont les régions à qui on confie un certain nombre de choses, avec vérification de l'État, soit ce sont les départements. Mais les deux, c'est pas possible. Et on est bien d'accord qu'au niveau de l'Europe, le département, ça se rappelle lisible. Donc il y a quelque part, me semble-t-il, y compris dans l'analyse qui est faite ici, une réserve prudentielle, j'allais dire, par rapport au département, moi, qui me dérange un peu, qui me pose un peu question. Donc si tu peux aller plus loin dans la réponse. Est-ce que, Jérôme, tu avais une question ou une remarque complémentaire? Bon, bah alors... Oui. Alors, hormis sur le FEDER et le FEADER, dans les auditions qu'on a effectuées, il n'est pas question, à chaque fois, le département n'est pas rentré en considération. Là où il reste le département, c'est sur la partie FSE. Bon. Avec l'option qui consisterait à ce que l'État reste le pilote et contractualise davantage avec les départements. Je pense que c'est cette option qui risque d'être retenue, sachant que les départements ne souhaitent pas... certaine façon, passer sur les fourches des régions et au regard de l'indépendance des collectivités les unes avec les autres et de la principe constitutionnel qu'une collectivité ne doit pas l'emporter sur une autre. Je pense que on risque d'être sur cette option-là. Sur le reste, et notamment sur la partie FEADER, la remarque qui est portée par les jeunes agriculteurs, et y compris sans doute les moins, sans doute les moins jeunes, la question à la fois, elle est pertinente et elle peut être dupliquée sur l'ensemble des sujets. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs peut-être ce qui a amené un certain nombre de présidents de région à être moins favorables ou moins volontaires ou moins velléitaires que d'autres, c'est que des régions modestes, et c'est le cas de la région où je vis, qui est la région Champagne-Ardenne, à un moment donné, pour mener des politiques, il faut avoir des moyens. Aujourd'hui, l'État a une forme de garantie de péréquation ou d'équité sur l'ensemble du territoire. Après, la question, c'est en effet comment les moyens seront répartis entre les régions. Et ça, pour l'instant, ce sont des aspects sur lesquels, à la fois dans les auditions ou ce qu'on a pu lire, sont pas des sujets, je me tourne vers l'administratif qui me suit sur ce rapport, mais des sujets qui ont été abordés, mais qui m'apparaissent en effet quelque chose de fondamental, parce qu'en effet, tant sur la partie agricole, il y a la volonté qu'il y ait un cadre national qui soit une forme de garantie de fléchage de l'argent public sur un certain nombre de politiques. Donc ça, pour dire qu'il y a une forme d'harmonisation de l'utilisation ou de la consommation des crédits sur l'ensemble du territoire. Donc ça répond à un aspect. Par contre, ça ne répond pas à l'aspect de dire, selon la force démographique, si tant est que ça soit le critère qui soit retenu, la force démographique d'une région, une région qui aurait certes des compétences, mais avec zéro moyen pour les mettre en œuvre, ça sera sans doute plus compliqué. Une fois qu'on a dit ça, il faudrait quand même, parce que ça pourrait être l'intérêt, j'évoquais en conclusion justement une étude d'impact, ça serait intéressant quand même de regarder aujourd'hui au niveau de l'utilisation par l'État
des crédits européens, finalement là où ils sont fléchés, comment ils sont consommés, et de regarder en effet entre l'existence, parce qu'on peut toujours avancer des questions de principe, mais je veux dire, il faut regarder également de là où on part et de là où on souhaiterait arriver. Et je pense qu'il y a encore un certain nombre de travail qui reste à mener. Aujourd'hui, moi, le sentiment que j'en ai, c'est qu'on est parti d'une... Parce que c'est le début de l'histoire, si j'ose dire. C'est à la fois un engagement du président de la République dans le cadre de la campagne électorale, avec une contractualisation ou la signature d'un document le 12 septembre avec les régions, le 25 octobre avec les départements. On arrive à la nécessité qui était aussi dans les tuyaux d'un acte 3 de la décentralisation. Ces choses-là, finalement, avancent en parallèle. Et une volonté, à un moment donné, d'avancer sur le sujet. Mais les discussions, elles sont encore en cours. Le 25 février, lundi, il y a eu des arbitrages qui sont à un moment donné aussi rendus nécessaires par la nécessité de commencer la programmation européenne 2014-2020. Parce que si on ne sait pas où on va, c'est un peu les risques qui nous ont été indiqués au terme de la programmation 2007-2013. Il restera quasiment l'essentiel des crédits aura été consommé. Donc c'est-à-dire que si la France ne se met pas en situation de présenter ses politiques, eh bien, il y a fort à parier qu'à la fois le premier semestre 2014 ou l'année 2014 ne verrait pas des crédits européens arriver en France, faute d'avoir travaillé suffisamment en amont nos programmes, nos contrats de partenariat, etc. Donc il y a une nécessité à la fois d'avancer de par les règles européennes. Cela étant, cette nécessité d'avancer doit en effet être complétée par cette volonté que Madame la Présidente indiquait, qu'à la fois c'est pas parce qu'on serait une petite région finalement qu'on n'aurait pas de moyens pour appliquer les compétences qu'on nous donnerait. Donc, et c'est peut-être là aussi où ça sera des éléments intéressants. On va continuer à travailler sur le sujet, mais pour le coup, à faire valoir et à débattre dans l'hémicycle et à l'Assemblée nationale, dans le cadre des discussions sur cet article 5 du projet de loi décentralisation. Tout à fait, merci. Je reviens une toute petite seconde, mais cette communication nous éclaire déjà beaucoup et effectivement, il faut qu'on s'inscrive ensuite et ça fait inscrire la réflexion de notre commission dans l'acte 3 de la décentralisation, donc effectivement dans une logique qui est aussi franco-française, et c'est bien, parce que ça croise les deux fils, si je puis dire, c'est qu'en même temps, la question qui est posée, c'est les fonds structurels au niveau des régions. C'est pour ça que le FSE, y compris le FSE, il va bien falloir poser la question, même si après elle se tranche, mais poser la question sur, ce sont les départements, où ça passe par les régions, ça peut revenir au département, etc. Et j'entends bien la difficulté au stade où tu en es aujourd'hui d'avoir suffisamment les éléments du côté des départements. Donc, je veux dire, à suivre. Mais aujourd'hui, et cette première communication nous donne, me semble-t-il, déjà des informations précieuses. Quand on a fait la communication le 12 décembre dernier, les arbitrages, ils étaient imminents. Oui, non mais on nous disait ça va être fait avant les vacances de Noël. Donc on avait communiqué le 12 décembre. On avait réinscrit cette communication donc le 27 février et finalement un certain nombre d'arbitrages ont été rendus seulement lundi. Ouais, tout à fait. Donc on voit bien aussi la difficulté des arbitrages et puis des avancées de ces débats, sachant qu'avant les fêtes, avant l'interruption de fin d'année, il y avait une forme de blocage qui me semble finalement avoir été tranché plutôt favorablement à la demande des régions. Ce que je ne pensais pas forcément à la fin de l'année, où je pensais qu'il y aurait sans doute davantage une retenue de la part de l'État. Bon, cela étant, encore une fois, l'article 5 reste quelque chose de très généraliste, disant il y a la possibilité, en résumé, l'État ne s'interdit pas de pouvoir confier l'autorité de gestion d'un certain nombre de crédits. Alors on l'a là exactement, hein. Donc ça peut être intéressant. Donc l'État peut confier par voie réglementaire aux régions pour la période 2014-2020, soit par transfert de l'autorité de gestion, soit par délégation de gestion, tout ou partie de la gestion des programmes européens dans les domaines suivants: la cohésion économique et sociale, le développement économique, l'innovation, l'aménagement du territoire et de développement des territoires ruraux, la coopération territoriale. Bon, l'État peut aussi confier par délégation de gestion aux conseils généraux les actions relevant du Fonds social européen selon des modalités identiques.
Donc là, on reste que ça reste quand même relativement généraliste. Et le contenu de ces peu confiés, ça reste encore, je pense, il reste encore derrière tout ça un certain nombre de discussions, d'échanges, et puis de travail, notamment, ce que je disais tout à l'heure, ce qui me semble un élément important, c'est de savoir est-ce que derrière tout ça, on va gagner en efficacité sur la consommation des crédits européens, sachant que ça faisait partie des reproches qui étaient faits, notamment à la France, de dire, bon voilà, il faudrait essayer de mieux consommer les crédits. Et d'ailleurs, dans le plan de relance à l'échelle européenne, ce sont bien un certain nombre de crédits qui n'avaient pas été consommés qui ont abondé le plan de relance. Oui, merci. Donc, j'allais dire, il me semble que cette communication est de nouveau une communication d'étape, parce qu'on n'a pas encore tout à fait tous les éléments. Je crois aussi que peut-être que plusieurs membres de notre commission, voire même on aura de quoi déposer quelques amendements, me semble-t-il, au moment où l'acte 3 va arriver réellement en débat, en plénière, parce que on voit bien déjà toutes les questions que nous nous posons et auxquelles l'article répond partiellement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Donc merci à vous. Je rappelle que, et vous en avez la liste, il y a l'examen de textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88.4 de la Constitution. Si vous avez des remarques, puisqu'il n'y en a pas, merci d'avoir suivi cette session alors que nous étions en concurrence forte avec le Mali, si je puis dire. Je vois que Pascal Canfin est à l'écran tout de suite. Et puis, donc, notre prochaine réunion est mardi, pas la semaine prochaine pour des raisons objectives, mais mardi prochain à 16h30, donc, où on aura le rapport d'Annick Girardin et Didier Quentin sur la réforme commune de la pêche. Et si vous avez suivi les événements sur la pêche qui se sont passés cette nuit, je pense que la communication sera bienvenue. Et puis ensuite, donc, on a le mercredi 13. L'audition, je pense que ça intéressera aussi beaucoup de gens, de Thomas Piketty, l'économiste. Voilà. Et Pascal Canfin l'après-midi. Oui, Piketty le matin, Canfin l'après-midi. Ça va être une journée chargée. Donc, bonnes vacances à tous en attendant pour ceux qui pourront prendre quelques jours. Voilà, merci.